Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode ici dans le Lot à Paddy Park. On est ensemble avec Kevin, du coup, un des 3 soigneurs justement donc, du parc. Kevin qu'on a déjà eu l'occasion de croiser, qu'on va recroiser dans nos vidéos. Mais en tout cas, voilà, on est devant un nouveau terrarium ici, dans lequel eh bien, nous avons donc des caméléons casqués du Yémen. Le nom donc vernaculaire, et je laisse Kevin la joie de nous dire le nom du coup scientifique. Camaeleo calyptratus. Exactement. Voilà. Du coup, Kevin, on est donc devant des animaux qui sont assez mythiques, on va pas se mentir, d'accord? Tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu, tout le Les monde a caméléons. des fausses idées dessus. Exactement, d'accord. Ouais. Et par conséquent, moi, ce que je vais commencer par te demander un petit peu, c'est de nous décrire, encore une fois, voilà, cet animal, de le présenter rapidement. Si jamais tu dois présenter le caméléon casqué, qu'est-ce qu'il y a à en dire? D'où est-ce qu'il vient? Bon, du Yémen? C'est ça, Yémen et Arabie Saoudite. Donc c'est un caméléon qui est souvent conseillé aux débutants parce que c'est un animal qui est assez peu actif, qui est assez timide, mais qui est pas dangereux, qui est tranquille, qui est joli aussi. C'est un animal qui est très élégant, que ce soit les femelles ou les mâles. Bon, bien sûr, les mâles sont toujours plus colorés, mais les femelles sont aussi très intéressantes. Et après, on est vraiment sur un caméléon, donc ça n'a rien à voir avec toutes les autres espèces de lézards qu'on peut croiser. C'est vraiment unique en son genre, quoi. Il y a plein de particularités. Ouais. Et d'ailleurs, le caméléon, on peut le dire, c'est un animal qui est qu'on découvre encore beaucoup, parce que niveau maintenance, en fait, il y a eu des tas d'évolutions ces dernières années sur la maintenance du caméléon. Et d'ailleurs, quand on parle de caméléon, on parle aussi Furcifer pardalis, le caméléon en général. C'est vraiment des animaux qu'on apprend encore beaucoup à connaître en terrario, où il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont été dites par rapport à ces animaux-là, qui sont encore à vérifier, quoi, presque, j'ai envie de dire. On est dans l'expérimentation presque. C'est ça. Mais comme par exemple, dans un exemple, au début, on faisait des Yémen, Arabie Saoudite, donc c'est des animaux, il leur faut du sec, des gros points chauds, vraiment que ça patate avec beaucoup d'UV. Sauf que en allant sur les milieux de vie, on s'est rendu compte qu'on les trouvait jamais dans les plaines arides. Mais non. Alors, ça pouvait, des fois, ils peuvent être en balade la nuit, ouais. Mais c'est surtout en fait dans ces zones, il y a des microclimats qui se forment des fois entre des failles, entre des collines. Et c'est dans ces microclimats qu'il y a des forêts luxuriantes en fait. Et c'est là qu'on va les retrouver en fait en général, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal effectivement dont on a très longtemps cru voilà, que l'apport en UV était ultra important. Et en fait, on irradiait d'UV véritablement ces animaux. C'est ça. Et ça, c'est le truc. Voilà. C'est une des clés. Il y en a plein des clés sur les caméléons. On va essayer encore une fois d'en dire quelques-unes. Mais en fait, il faut savoir que c'est des animaux qui effectivement ont tendance aussi pas mal à se protéger dans leur milieu naturel des UV, justement. Un caméléon, alors il est souvent toujours perché. Un caméléon au sol, c'est soit qu'il va pas bien, soit que c'est une femelle qui est gravide, qui va pondre. Et le caméléon, en fait, il est toujours dans les canopées, mais sous les arbres. Ce qui fait la canopée, on peut peut-être expliquer, donc voilà, c'est la couche supérieure véritablement voilà, des forêts, des arbres. C'est à la cime des arbres. Donc en fait, oui, les zones où il vit, il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'UV, mais lui, comme il est sous les feuilles, il en prend très peu. En fait, il va choisir. C'est le moment où il va choisir d'en prendre, mais finalement, on se rend compte que c'est très peu, effectivement. Donc en captivité, c'est pour ça qu'il est très important de leur proposer 2 sources de chaleur distinctes. Une, comme ici, des infrarouges, donc chaleur pure, et une lampe UV, vapeur de mercure. Et en fait, on se rend compte même souvent que les animaux, ils sont souvent sous les infrarouges à se chauffer. Et quand ils vont prendre des UV, ils ne sont jamais vraiment sous la souche, comme on pourrait voir un POG le faire, vraiment se dorer le dos. Non, là, ils sont souvent plus bas à peu près sur ce secteur, vraiment des zones où c'est tamisé par les branches, les feuilles qu'on retrouve dans le terrain. Tout à fait. Et donc voilà, donc ça c'est le premier piège, j'ai envie de dire, à éviter. Il y a aussi autre chose qui va être typique par rapport au caméléon, ça va être surtout ce qui va être justement la brumisation, tout ce qui va être en fait la façon de s'abreuver, puisqu'il faut savoir que les caméléons ne s'abreuvent pas en gamelles. Non. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça vient surtout de leur système visuel. En fait, comme le caméléon, tout le monde le sait, il y a des yeux, ça regarde dans tous les sens. En fait, chaque œil est indépendant, il relie une partie du cerveau, et le cerveau analyse ces 2 images en même temps. Ce qui fait que, contrairement à nous, les 2 images ne sont pas cumulées, donc c'est 2 images plates. Ce qui fait que pour un caméléon, une gamelle d'eau, c'est invisible, donc le plus gros risque en fait, c'est la surface plate un petit peu de l'eau, il n'arrive pas à l'analyser. C'est comme les vitres, c'est pour ça qu'elles sont souvent déconseillées dans des petits volumes, parce que déjà en termes d'échange d'air, de ventilation, c'est pas correct. Et en plus, comme le caméléon ne voit pas cette paroi, contrairement au grillage, il peut passer des fois
des heures à s'agacer contre la vitre et à gratter parce qu'il ne comprend pas. Tout à fait. On parlait justement donc, du terrarium grillagé. C'est vrai que vous ici vous avez des grandes installes, donc voilà, ça va pas poser les mêmes Et avec problématiques. des entrées d'air en bas et en haut, comme Mais- dans la généralité des terrariums. Pendant plein de temps, c'est vrai que beaucoup de gens maintenaient des caméléons dans des petits terrariums avec justement une forte hygrométrie, etc. Et en fait, on se rend et beaucoup d'UVB. C'est ça. Et donc là, il y avait un biotope qui était créé qui était au contraire très nocif parce que, encore une fois, on est sur un animal qui vit dans la canopée, qui vit dans ces choses-là, et donc qui a de l'air. Enfin, Voilà. le brassage d'air, il est très important en nature. Et il faut vraiment reproduire ça justement en Exactement. captivité. Parce que dans la nature, certes, souvent le matin, il y a des grosses rosées où il peut y avoir des pluies tropicales, mais ça sèche très très vite. En captivité, il faut faire pareil. On peut brumiser, alourdir vraiment, monter à 80-90% d'humidité dans le terrarium, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut qu'il y ait suffisamment de ventilation pour que ça sèche. Alors justement, on a parlé du fait qu'il ne pouvait pas boire en gamelle, mais en même temps qu'il ne faut pas non plus trop brumiser. C'est ça. Du coup, on va, pour alimenter en eau, pour abreuver ton caméléon, tu vas choisir un point particulier que tu vas brumiser, Alors, c'est ça? voilà, souvent, si c'est vraiment pour boire, on va localiser une zone, souvent la même, comme ça, en fait, ces animaux ils vont s'habituer à savoir qu'il y a des gouttelettes en suspension dans ces endroits. Qu'est-ce que vous utilisez ici? Du coup, vous brumisez ou un goutte à goutte? Comment ça se Non, passe? une brumisation D'accord. classique, parce qu'au niveau installation, goutte à goutte, c'est un peu compliqué. Combien de fois par jour globalement, Paddy Park? À peu près 2 fois par jour. 2 fois par jour. Le matin, on brumise la totalité. Et ensuite, dans l'après-midi, si on voit que ça a vraiment séché et que les animaux, surtout quand il fait chaud, on va brumiser Remettre un une petit zone, voilà, localisée. Après, le goutte à goutte, lui, ça peut être un excellent moyen. Comme ça, l'animal sait qu'à cet endroit, il y a de l'eau qui sort, donc il va quand il veut, à sa disposition. Après, sur le décor, si ça ruisselle, c'est nickel. Donc, du coup, voilà, il y a toutes ces particularités-là, évidemment. C'est un animal qui a aussi des particularités physiques. On va évidemment donc évoquer. On a déjà parlé des yeux. On a déjà parlé des yeux. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement les changements de couleur? Parce que c'est évidemment quelque chose qui fascine. Le camouflage. Exactement. Donc, dans quelles conditions, moi j'ai envie de te poser, Kevin, la question, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on va avoir des changements de couleur chez les caméléons? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose de rapide ou est-ce que c'est quelque chose qui va prendre du temps? Alors, le changement de couleur chez le caméléon, c'est un peu le même phénomène que chez nous, parce qu'on va être mal à l'aise ou pas bien et qu'on va rougir. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un état d'humeur. Voilà. Donc, c'est rapide, ça prend quelques secondes pour avoir une variation complète. Donc, ici, par exemple, cette femelle qui est très claire, avec des petits motifs jaunes et bleus, c'est simplement une femelle qui a déjà été gravide par le passé, c'est-à-dire qu'elle a eu des accouplements et elle a pondu. Et là, elle a une couleur claire parce qu'elle n'est pas stressée. Et au niveau température, c'est correct. Ensuite, au niveau du stress, un individu qui n'est pas du tout content va se noircir. En plus de, comme on peut le voir chez d'autres espèces, se gonfler au niveau du ventre pour paraître imposant, ouvrir la gueule pour intimider. Pour se chauffer, ça peut être pareil. Un individu qui a trop froid va prendre des couleurs très sombres. Comme nous, avec un t-shirt noir, on prend plus facilement le soleil. Alors que s'ils ont trop chaud, là souvent on va les voir, on va les retrouver aux endroits les plus frais, la gueule grande ouverte avec des couleurs très très claires. Donc, voilà. C'est une communication qu'ils arborent qui est très importante pour nous parce que ça nous permet de suite à Niveau observation, du coup, tu sais où t'en es avec tes caméléons, ils te transmettent un message et c'est vrai que c'est Exactement. super intéressant parce que voilà, les reptiles qui communiquent comme ça, il n'y en a pas non plus tant que ça. Non. Et eux, ça fait partie justement de ceux dont on a des choses à analyser de par leur comportement. Donc on parle de ce changement de couleur là, deux mâles pareil qui vont se rencontrer, parce que ça on va peut-être en parler de la maintenance. Les mâles entre eux c'est très compliqué, et deux mâles qui vont se rencontrer directement, vous allez avoir une relation comme ça qui risque de s'établir. C'est ça, il va y avoir un combat, ça peut commencer par de l'intimidation. Alors le changement de couleur du coup d'abord, et donc dans ces cas-là tu as un changement de couleur, on va dire d'intimidation justement qui se fait. Voilà, c'est un message qui s'envoie entre eux en fait. C'est un message visuel parce que les caméléons marchent beaucoup sur la vue. Donc message visuel à distance, et si malgré tout il y a rapprochement ou autre, interaction dans les territoires, là ça peut se combattre. Du coup donc chez le caméléon casqué, ça va être la couleur noire qui va ressortir aussi à ce moment-là? Voilà, souvent une couleur très vive en fait, très contrastée, et puis la position typique, ils vont s'aplatir sur les flancs, vont paraître très volumineux, et la gueule grande ouverte avec des mouvements de va-et-vient très prononcés. Alors, on va justement parler un petit peu du terrarium, etc. Parce que jusqu'ici, on a évoqué les caractéristiques un peu voilà, exactement. Moi, j'aimerais que tu me dises, ici, évidemment, vous avez plusieurs individus dans le même terrarium parce que vous avez une grande installation. C'est ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, en captivité, va vouloir justement avoir un caméléon casqué du Yémen, mais qui n'a pas les moyens de s'offrir une installation telle que celle-ci? Bien souvent, on conseille d'ailleurs, pour tout reptile, l'individualité. C'est le meilleur moyen qu'il soit bien dans leur tête, qu'il soit ça.
Alors ici, en présentation au public, c'est souvent plus complexe, mais on a bénéficié de ces grands volumes en fait pour avoir, là on a un trio actuellement, donc un mâle avec 2 femelles, et en fait on a essayé de constituer un milieu qui peut être encore plus complexe, mais déjà bien complexe, avec des zones d'ombre, des zones fraîches, des zones chaudes, pour que voilà, avec des branches dans tous les sens, pour qu'ils puissent ne pas se croiser s'ils le souhaitent. Et même si, donc là pour le moment le groupe se passe bien, on a des accouplements, mais il peut arriver que le mâle s'acharne trop sur les femelles ou que ça ne supporte pas, on a toujours des terrariums derrière. Prêt à accueillir si jamais il y a Si jamais ça se passe pas bien, on se sépare de suite. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, il n'y a jamais rien de gagné sur ces notions de comportement plus avec les reptiles. C'est quelque chose en général, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça se passe bien à un moment donné que c'est une chose qui va rester en place. Voilà. Les comportements, ils peuvent évoluer, vous savez, chez les reptiles, ils peuvent, voilà, tout à coup, on se rend compte qu'il y a une agressivité qui va se déclarer. On ne connaît pas forcément la raison, alors que ça se passait bien avant. Et ben dans ces cas-là, il faut évidemment avoir une solution. Comme nos relations sociales à nous. Exactement, c'est ça, voilà. Tout à fait. Donc, au niveau du terrain, donc, on a parlé un petit peu donc, du fait qu'il fallait effectivement avoir un point chaud, des UV, une bonne ventilation, une LED, parce que la luminosité est importante aussi, mais une bonne luminosité du coup. Et alors, comme tu le disais, donc on va revenir un petit peu là-dessus, parce que j'aimerais vraiment qu'on fasse ça en détail. On voit bien qu'on n'a pas tout localisé du tout au même endroit, ces choses-là, puisqu'encore une fois, ça va dépendre véritablement du choix de votre animal. Et si jamais, encore une fois, d'accord, il a besoin d'UV et qu'il a envie de venir un peu... Ne pas mettre d'UV, c'est pas bon, mais ne mettre que de ça, c'est pas bon non plus. Comme tu disais, ils vont vraiment s'irradier, ils vont fixer trop de calcium, une hypercalcémie. Et donc une erreur à faire, ce serait de mettre tout ensemble quelque part, et là du coup de forcer en fait votre animal à devoir s'irradier en même temps qu'il va venir se réchauffer. Il faut lui laisser le choix. Ils savent beaucoup mieux que nous ce qu'ils ont besoin. Ils sont autonomes, donc voilà. Vous leur mettez tout ce qu'il y a besoin à disposition, et ensuite c'est eux qui vont gérer s'ils ont trop chaud, s'ils ont froid, s'ils veulent des UV, pas d'UV. Voilà. C'est ça. Ils sont autonomes. Au niveau des particularités physiques, alors est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, parce que évidemment on a effectivement donc je te laisse alors peut-être nous parler. On a parlé des yeux encore une fois. Est-ce que tu peux nous parler justement de sa façon de se mouvoir? Alors justement, on pense souvent que le changement de couleur chez le caméléon c'est du camouflage. Pas du tout, comme on l'a dit, c'est vraiment de la communication. Par contre, là elle est tranquille, mais on peut arriver à voir les caméléons des fois faire des mouvements de va-et-vient. On se dit, on ne sait jamais s'il va avancer ou reculer et qu'est-ce qu'il y arrive. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans la nature, là où ils vivent à l'état sauvage, il y a toujours du vent. Donc la végétation, elle est toujours en mouvement. Du coup, ce petit mouvement va leur permettre, non pas par la couleur, mais par vraiment le mouvement, de se confondre parmi les feuillages et en fait de tromper la majorité des prédateurs, notamment les prédateurs aériens, en fait, qui ne vont pas réussir à les discerner au milieu de tout ça. Vous rendez compte un peu quand même de l'intelligence entre le langage et ce genre de comportement, quoi. Et donc, au niveau de leurs pattes, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Donc, au niveau des pattes, c'est des pinces, donc comme les nôtres. Sauf qu'ils ont la particularité d'avoir sur les pattes avant 3 doigts à l'intérieur et 2 doigts à l'extérieur, avec toujours des griffes au bout. Et sur les pattes arrière, c'est l'inverse. On a 2 doigts à l'intérieur et 3 doigts à l'extérieur. Voilà, ça leur permet d'avoir vraiment une accroche parfaite. On le voit, les 4 pattes tiennent la branche. La queue aussi, qui est très mythique chez le caméléon. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu? Alors là, comme là actuellement, il se tient avec les 4 membres, donc la queue c'est vraiment de l'équilibre. On le voit, elle est légèrement enrouée. Mais pour le déplacement, en fait, c'est vraiment un 5e membre. Ils vont s'en servir pour se tenir, pour assurer une prise. Notamment au niveau du nourrissage, on essaiera de le faire tout à l'heure. Ils vont tout simplement s'attacher avec la queue, pousser sur les pattes arrière et se retrouver dans le vide avec l'avant du corps, qui vont leur permettre de gagner quelques centimètres pour attraper une proie distante. Alors tu parles d'attraper une proie, on va parler d'un autre organe qui est évidemment mythique chez le caméléon, la langue. Voilà. Alors la langue, du coup, qui fait une taille impressionnante. Voilà, c'est à peu près la taille du corps en estimation. Voilà. Donc quand il a la bouche fermée comme ça, elle est enroulée à l'intérieur, c'est ça? Et non, alors vas-y, raconte tout. On pense souvent qu'elle est enroulée, qu'elle se déroule, comme on peut le voir malheureusement dans beaucoup de dessins animés ou animations. Mais en fait, c'est vraiment un muscle qui est replié sur lui-même. Et ça fonctionne comme le mécanisme, tout simplement, quand on joue avec un stylo et qu'il arrive, quand on joue avec un élastique, pardon, ou un stylo et que ça arrive au bout du doigt, l'élastique est propulsé par la force de constriction et de convection. Là, c'est pareil. En fait, la langue, c'est pas juste un muscle, il y a un os qui est conique au bout, ce qui fait que la langue, elle se trouve autour de ce muscle, et lorsqu'ils repèrent une proie, donc ils vont la fixer avec les 2 yeux pour analyser la distance. C'est-à-dire que pour une fois, les 2 yeux ne fonctionnent pas différemment. En fait, quand il y a à manger, ça regarde en face. Ouais, tout à fait. Et on voit la bouche qui se prépare, le bout de la langue qui sort, et en fait, là, ils sont en train de comprimer la langue, parce qu'il y a un liquide qui se situe entre cet os et le muscle, qui se met sous pression,
Et sous l'effet de la pression et de la forme de l'os de la langue, en fait, la langue va être projetée en avant. Et on peut dire qu'au bout de la langue, du coup, après... Voilà. Il y a ce qu'on appelle la massue, c'est ce petit organe collant qui va permettre de s'enrouler, enfin de s'aplatir et d'écraser autour de la proie sous la pression de l'impact. Et ensuite, il y a des muscles qui viennent retirer tout ça, remettre en place autour de l'os, et l'animal peut ingérer sa proie. Exactement. Et donc, on précise que ça va très très vite. Hein. Oui. Je crois que c'est une des frappes les plus rapides du règne animal. Je crois que c'est 5 mètres par seconde, si je dis pas de bêtises, en ayant révisé un peu avant. Ou pas d'ailleurs, donc je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que c'est à peu près ça. Vous vérifierez sinon. Alors, justement, on va parler proie, alimentation. Ouais. Tu nourris tes caméléons avec quoi? Alors, plus il y a de diversité, mieux c'est. Nous ici, c'est surtout... Parce que souvent, on pense insectes. Voilà. Ah, vas-y. Alors, insectes, majorité du criquet migrateur, des grillons aussi, peu importe l'espèce. On peut donner des petites blattes aussi de temps en temps, mais faire attention à la taille, parce que c'est quand même beaucoup de criquets. Ensuite, ça peut être des vers de farine, toutes sortes de vers comme ça, vers de Morio. Et de temps en temps, nous, ce qu'on n'hésite pas à faire, c'est comme vous voyez là, je vais les mettre en place sur les branches, de mettre des végétaux. Donc ça peut être de la salade, mais le mieux c'est des feuilles de chou, des feuilles de moutarde, de l'endive, parce qu'en fait, c'est des animaux dans la nature, il a été constaté que, alors c'est pas partie intégrante de leur régime alimentaire, mais de temps en temps, s'il y a une pauvreté en termes de richesse alimentaire, ou s'il y a de la constipation, en fait, ils vont ingérer, de temps en temps, ils peuvent piquer un peu comme ça de la fibre. Se purger peut-être. Voilà, ouais. Ça peut servir à se purger. Certains disent que c'est pas nécessaire en captivité puisqu'ils n'assimilent pas la végétation. Mais on voit très bien que quand on leur en propose, on a des individus des fois qui viennent s'y jeter dedans. Encore une fois, ils choisissent. De toute façon, c'est-à-dire que tu mets à disposition, si après l'individu vient choisir d'eux. Des fois ils y touchent pas du tout, des fois ils en prennent un peu. Donc voilà, s'ils en prennent, on se dit que ça peut pas leur faire de mal. Et surtout que c'est des animaux qui sont un peu autonomes niveau nourriture, c'est-à-dire que tu peux proposer. Il y a des animaux, c'est vrai, on a beaucoup parlé par exemple des phénomènes d'obésité, etc. Ouais. Chez les caméléons, je sais qu'à différents stades, tu peux notamment proposer de la nourriture un peu à volonté. Surtout jeunes. Exactement. Surtout jeunes, il faut vraiment à volonté. Mais le truc, c'est que voilà, en tout cas, on est sur des animaux qui vont être capables un petit peu de choisir. Et vous, visiblement, c'est un truc qui marche très bien au final. Ouais, oui. Après, pour les nourrissages, on privilégie de nourrir à la pince de manière individuelle. C'est surtout au niveau pratique, comme on a plusieurs individus dans le même terrarium, ça évite des fois la rivalité si deux individus s'intéressent à la même proie. Éviter les accidents, qu'il y ait des morsures au niveau de la tête, ça peut arriver. Je termine juste avant sur les proies, parce qu'après on va reparler un petit peu des comportements entre eux éventuellement, mais est-ce que tu supplémentes tes proies et si oui, à quelle fréquence? Alors ça va être à peu près une fois par semaine qu'on va rajouter un peu de poudre de calcium. Poudre de calcium tout simplement. Poudre de calcium classique vraiment sans vitamines ajoutées. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on rajoute ça du coup? C'est tout simplement pour permettre meilleur apport de calcium dans les proies. Des fois les insectes peuvent être un peu déficients. Voilà. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi quand vous nourrissez, c'est vrai que souvent quand on va en animalerie par exemple acheter ces insectes, on les trouve dans un état, enfin voilà, qui sont plus ou moins bons. Des fois, voilà, on va pas se mentir. Et n'hésitez pas aussi à nourrir vos insectes, parce qu'en fait, c'est la base. C'est la base. Des insectes mal nourris ne nourriront pas vos animaux. C'est ça, parce qu'en fait, ce que vous allez apporter via de la nourriture de vos insectes, en fait, va se retrouver derrière, va les enrichir eux-mêmes et va permettre justement à vos animaux d'avoir de meilleurs apports. C'est ça, c'est la base. Donc une des bases, voilà, c'est de penser que ces insectes que vous achetez, on ne les donne pas forcément directement, d'accord? On va les nourrir un petit peu, on va les retaper et on va essayer bien les engraisser. Exactement. Et en fait, tout ce que vous faites là, ce sera du plus justement pour derrière. Voilà. Et donc voilà. Et bien écoute, moi on a parlé de nourrissage, j'ai envie de te dire qu'on peut peut-être passer un peu à l'action. En fait, ici on a affaire à du criquet migrateur qui n'est pas un criquet présent dans les aires de répartition de ce caméléon. Sauf qu'en élevage, c'est un criquet qui s'élève très facilement, donc en fait on le privilégie. Mais il y a quelque chose qui est impératif à faire avant de nourrir vos animaux. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'au niveau des pattes postérieures, voilà, bien. Il n'y a pas la dernière partie de la patte. Tout simplement parce que sur cette patte, il y a plein de petits ardillons, en fait, de petits retours qui sont très piquants. Et chez les caméléons, on a une sensibilité buccale qui est très élevée. Donc il peut arriver en fait tout simplement que lors d'un nourrissage, si un caméléon se pique avec ses petits ardillons, et que ça forme un abcès au niveau de la gencive, et souvent, on le sait très bien, les caméléons, ça peut partir très vite. Voilà, donc du coup je sais pas si tu peux bien montrer près. Super, donc voilà, on a enlevé tout simplement donc cette partie. Hein. Et du coup, de toute manière, comme on le disait, les insectes n'ont pas de système nerveux.
sensitive, donc pas de douleur pour eux. Alors, on fait pas ça par plaisir, c'est Non, vraiment c'est clair, par c'est- nécessité. Exactement. pour c'est parce- éviter En fait, le problème il sur faut la bien comprendre la chose, hein, c'est pas de la cruauté, c'est simplement Ouais. que si jamais vous faites pas ça, en fait, c'est vos animaux qui vont payer le prix. C'est ça. Et encore une fois, voilà, sur les insectes, regardez un peu le criquet, enfin, je veux dire, c'est Ouais, ils juste pourraient que- vivre très Voilà. D'ailleurs, vous trouvez souvent en nature, on peut le dire, des criquets ou des choses qui sont un peu mutilées au niveau des pattes, Oui, ou des oui, ailes, je veux dire, ça pareil, pose ouais. pas de souci pour eux C'est spécialement. ça. On va te laisser du coup le nourrir. On les pense souvent très lents, mais en fait, quand c'est pour manger. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a un déplacement en fait, hein, qui est. Là, on voit la langue qui se prépare. Voilà. Alors, on va essayer de le ramener vraiment. Elle apprécie pas trop parce que je la fais courir. Voilà. Elle-